Salut à tous, on est de retour, c'est Bismarck, donc nouvelle formule. Alors j'allais dire, vous en avez l'habitude. Non, ce serait un petit peu arrogant de ma part, on a commencé la semaine dernière, donc on va s'y mettre tranquillement. Formule de débat, hein. L'idée c'est être sûr qu'il y aura au moins un endroit à la télé, quelque part à la télé, même s'il faut aller le chercher un tout petit peu loin, un endroit où on parlera de choses sérieuses en attendant cette campagne présidentielle. Allez, c'est parti avec nos invités. Donc, alors, campagne présidentielle. Donc Denis Père est avec nous. C'est pure coïncidence, hein, purement fortuit. Merci d'être là, Denis. Mais c'est vrai que vous allez nous plonger dans la campagne présidentielle puisque vous avez annoncé hier que vous étiez candidat à la primaire de la droite. Léonidas Kalogiropoulos. Salut Léonidas. Bonjour. Entrepreneur, patron de médiation et arguments et toujours vice-président du mouvement Patronality. Et puis fondateur de Entrepreneurs pour la République. Mais Léonidas, enfin je te l'ai déjà fait une fois d'ailleurs, je me souviens, il y a 20 ans que tu es vice-président du mouvement Patronality. C'est tout à fait exact. Et c'est ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Absolument. Et Bertrand Martineau, bonjour Bertrand. Bonjour. Économiste, chercheur, spécialiste des questions d'emploi. Et ensemble, une fois qu'on aura discuté quand même de la présidentielle, après le sujet m'intéresse énormément. On a beaucoup parlé avec Denis Père, puisqu'on en parlait à l'époque où vous aviez lancé Citoyens, c'était ça, hein, Nous Citoyens, du sujet de savoir si un entrepreneur en politique, ça a du sens. Et on parlera ensemble de la réforme de l'assurance chômage. Hein. Bertrand, vous êtes là, je vais absolument profiter de votre expertise sur ce sujet, puisque cette réforme-là, visiblement, le gouvernement est décidé à la mettre en place en octobre. Ça a été répété la semaine dernière, vu d'ailleurs la bonne santé de l'emploi. Donc on va parler de ça dans une deuxième partie d'émission. Mais d'abord, Denis, alors on ne va pas là définir des programmes ou des choses comme ça. Je vous ai amené, je vous ai amené c'est une référence hein, pour ceux qui s'intéressent à Margaret Thatcher. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve le bouquin de Jean-Louis Thiriot sur la biographie de Margaret Thatcher. Et puis j'ai ressorti, si on peut la mettre à l'antenne, la fameuse couverture de The Economist en 2006. Oui, voilà, bien sûr. voilà. Bien sûr. 2006. Bien 2006. sûr. C'est cette logique-là, Denis ? C'est cette logique-là. C'est la logique du besoin de réformer l'État. Effectivement, la mère de toutes les réformes. La réforme qui n'a pas été faite, mais d'un choc, évidemment. D'un choc, ça ne veut pas dire nécessairement la brutalité qu'on a connue avec Thatcher, mais ça veut dire, en tout cas, certainement, confronter les Français au blocage du pays, aux résistances qui font qu'on n'a jamais fait cette réforme de l'État et qu'on a aujourd'hui une dépense publique qui est hors de contrôle plus que jamais, des prélèvements à 6 points de PIB de plus que la moyenne européenne, 140 milliards d'euros, 2,5 fois le budget de l'éducation nationale, qui aujourd'hui pénalise notre économie, continue de la tirer vers le fond, continue d'être un poids considérable, qui fait qu'on s'endette tous les jours pour financer simplement les dépenses courantes du gouvernement, qu'on endette nos enfants aujourd'hui. Moi j'y vais en tant que père de famille. Père de 4 enfants, avec une vraie responsabilité en disant on ne peut pas continuer à ne rien faire par rapport à une situation où on continue d'endetter nos enfants, leur laisser un pays surendetté, leur laisser un pays avec une éducation nationale qui ne marche pas, Denis, vous qui est la dernière des classements et qui fait qu'aujourd'hui on les prépare même pas à créer la richesse qui va leur permettre de rembourser cette dette. Tiens, ça va être ça le point de départ. Ça va être un de mes gimmicks, Denis, c'est qu'on arrête de dire qu'on endette nos enfants. On n'endette pas plus nos enfants que nous. Aucun État ne rembourse ses dettes. J'ai appris ça grâce à Jean-Marc Daniel. Dans aucun budget depuis 1850, je crois, il n'y a inscrit quelque part le remboursement du principal. Voilà. Donc, c'est des intérêts que nous payons, qui pèsent aujourd'hui sur l'activité économique. Point. Voilà. Mais pas qui ne pèseront pas plus sur nos enfants que sur nous. Sauf que les taux d'intérêt aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Ils sont à un niveau très bas et donc effectivement on en profite. C'est l'open bar. Et le jour où les taux d'intérêt augmentent, ça va être une catastrophe. Le choc sur l'économie sera encore pire, encore plus violent. Donc on a, je pense, l'obligation de s'y mettre sérieusement. L'industrie aujourd'hui est à 11 points de PIB. C'est le niveau de la Grèce. Ouais. On est un pays qui a été aux avant-postes de toutes les révolutions industrielles et aujourd'hui on a le niveau de l'industrie de la Grèce. On a co-inventé l'aviation avec les Américains, on a co-inventé l'automobile, on a inventé le cinéma, la photographie, on est le pays de Pasteur. Aujourd'hui on n'a pratiquement plus d'industrie. La conséquence de cette situation, c'est les classes populaires dans les zones périphériques du pays qui se révoltent à juste titre parce qu'on les a laissés tomber, parce qu'on a laissé désindustrialiser le pays, parce qu'on n'a pas eu le courage de confronter les forces de résistance
aux conséquences de leur attitude. Conséquence de leur attitude, c'est la dévitalisation de l'économie, c'est des classes populaires qui n'ont plus d'emplois industriels bien payés, et c'est un pays qui se fracture. La fracture, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Denis, aujourd'hui, on a des Français qui n'y croient plus, qui ne votent plus même. On a vu eu ce qui s'est passé. On a eu. Alors, je ne sais pas si Bertrand Léonidas vous reprendrez le terme, mais on a eu en fait déjà un entrepreneur président de la République, parce que l'entreprise politique, la start-up politique lancée par Macron est quand même quelque chose d'assez vertigineux. Non, mais qu'est-ce qui te fait penser ? Il a essayé. Non. Il s'est pris le réel en pleine face. Mais non, il n'a pas essayé, Stéphane. Attention, soyons sérieux. Il avait dans son programme, un tout petit objectif de réduction de 120 000 postes. Il n'est même pas arrivé. Mais il n'a pas essayé, Stéphane. Pourquoi il n'a pas essayé ? Parce que c'est pas un entrepreneur. Il a beaucoup de qualités. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un de brillant. Le pays dans la rue. Mais c'est pas. Il est bloqué. Mais c'est pas le. Il a même pas commencé. C'est un technocrate. C'est un technocrate de gauche. C'est un technocrate de gauche, ancien ministre de François Hollande, pour qui l'État, c'est l'alpha et l'oméga de toutes les actions, de toutes les politiques publiques. Il n'a même pas commencé. Il a augmenté le nombre de fonctionnaires. Il n'a même pas essayé. A-t-il essayé un seul instant de baisser la dépense publique, de baisser le nombre de fonctionnaires ? Léonidas. Jamais, à aucun moment. Je veux bien juste d'abord rendre hommage au fait que Denis Père se lance dans cette bataille, parce que avoir ce discours présent dans la séquence présidentielle qui nous attend, c'est nécessaire. En revanche, je pense que cette démarche participe à l'obsession française autour de l'État. Il faut qu'on se libère de l'État. Et pourquoi est-ce que l'État est au niveau auquel il est, en présence de 66% à peu près de la richesse nationale qui passe par l'État ? Parce que tout le monde, tous les matins, à chaque fois qu'on a un problème en France, se tourne vers l'État en demandant que fait l'État. Et à chaque fois que l'on se dit il va falloir que notre pays aille mieux, on fait ce que Denis est de pas de faire, et tant mieux aussi, c'est de se dire il faut que je prenne la place du chef de l'État pour faire ce que tous les chefs d'État depuis 30 ans n'ont pas réussi à faire. Et il va falloir collectivement, me semble-t-il, qu'on se libère de cette attente de l'homme providentiel. D'abord parce que tous les 5 ans, on attend, ça ne vient pas. Comme on est déçu, on se dit on attendra pour la prochaine fois, et il ne se passe rien durant les 5 ans qui restent. Or, l'intérêt général, la République et un pays, ça a 2 jambes. Il y a l'État et il y a la nation. Et la nation, Denis, c'est mieux que moi ce que ce sont les entrepreneurs. C'est d'autant plus les entrepreneurs aujourd'hui que désormais, il y en a 1 million de nouveaux par an. Et donc, tous ces entrepreneurs-là doivent trouver une autre manière de faire progresser notre pays, non pas tous les 5 ans, mais tous les jours, ce plébiscite de tous les jours, et arrêter d'attendre que le chef de l'État fasse quelque chose. Je vais donner la parole à Bertrand. Non, formidable. Inverser le rapport de force pour que le chef de l'État ne soit pas celui dont on attend les solutions, mais celui qui suit les solutions qui viendront de la nation. On va laisser Bertrand s'exprimer. Ouais. Non, juste rappeler, parce que je ne t'ai pas présenté. Tu as été le premier invité de Bismart. Oui, absolument. Voilà. Et je suis très fier, d'ailleurs. Et moi donc, que tu aies accepté. Et voilà, ma conviction, c'est que Nature and People First change peut-être plus le monde que... Absolument. Une primaire des Républicains. Vas-y, Bertrand. Déjà, conviction partagée. Je félicite le courage de Denis Père. Mais oui, mais bien sûr. Pour se lancer dans ce genre d'opération. Vous entrez dans un monde... Enfin, vous avez déjà connu le monde politique, mais vous entrez dans un monde extrêmement violent. Tous les coups sont permis. Et mon expérience, c'est que c'est bien pire que le milieu des affaires. Voilà, c'est extrêmement violent. Expérience que tu as connue, toi, avec Sarkozy, au ministère... Oui, par exemple, quand à l'Élysée. À l'Élysée, voilà, tu étais conseiller emploi de Sarkozy. Donc, je pense que c'est bien que des personnes de la société civile, comme on dit, se démarquent et se lancent dans la bataille, mais c'est vrai que c'est extrêmement violent et difficile. Voilà. Puis en France comme ailleurs, c'est quand même beaucoup un métier de professionnel, et c'est pas totalement par hasard que c'est un métier de professionnel. Voilà. Donc c'est déjà le premier point. Ensuite, sur la place de l'État, voilà. Alors c'est toujours pareil. Moi, je suis de plus en plus dubitatif sur l'idée qu'une élection d'un homme ou d'une femme change radicalement la donne. Voilà. Je crois qu'on a eu quand même, notamment avec Nicolas Sarkozy et puis également Emmanuel Macron, on a des personnes qui ont des qualités et des défauts, mais dont une qualité, c'est quand même la volonté et le volontarisme. C'est des gens qui ne sont pas arrivés par hasard, qui ont une volonté surhumaine, qui peuvent soulever des montagnes, véritablement. Des gens plutôt courageux, il me semble. Et ils se sont heurtés, tous les deux, finalement, aux mêmes difficultés.
C'est parce que le sujet, c'est pas un sujet de volonté pure d'un homme ou d'une femme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le sujet, il est complètement systémique. Et ça renvoie exactement à ce que disait Léonidas. C'est que l'État, pour changer l'État, c'est pas simplement changer des décrets et des lois, en fait. C'est un problème de culture, de mentalité. Et les pires étatistes ne sont pas forcément là où on croit. C'est-à-dire que c'est pas simplement un problème de nombre de fonctionnaires, c'est un problème d'automatisme puissamment ancré dans l'individu français, en fait. Alors ça se change, mais en prenant du temps. Et pas forcément simplement par des décrets. Alors, il y a des choses qu'on peut changer par décret. Bon, un système de retraite, ça se change par la loi et par les décrets. Mais probablement... Voilà. Entière, ça ne fait pas par loi et décret. Voilà. Mais changer pour changer la relation intime qu'ont les Français vis-à-vis de l'État, il faut du temps, et ça ne se fait pas en 5 ans, et ça ne se fait pas simplement en décidant par le haut, en fait. Voilà, c'est assez compliqué. C'est pour ça que, alors je ne dis pas que j'ai la solution, mais en tout cas, l'idée qu'on va changer l'État simplement sous un décret un peu napoléonien qui est j'arrive et puis je change 3 lois et puis vous allez voir ce que vous allez voir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors ça, c'était le premier point, et le deuxième point, c'est vous avez reparlé du nombre de fonctionnaires, etc. Le vrai sujet des dépenses publiques, c'est les dépenses sociales en France. Au sens large. Voilà. Là, il y a trop de fonctionnaires à un certain nombre d'endroits, il n'y en a pas assez aussi à d'autres endroits. Donc, la marge de manœuvre de diminution du nombre de fonctionnaires, elle existe. Mais on joue sur quelques centaines de millions d'euros par an, en fait. La vraie masse, si vous voulez vraiment faire une révolution... De grandeur, je vous avoue, je vous ai plus en tête, c'est 400 milliards à peu près le budget de l'État, oui, c'est ça. Oui. Et on est quoi, 700 milliards dépenses sociales, quelque chose comme ça on est sur un peu plus de 30% du PIB, et donc on est sur 700 milliards. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et dont une partie est dans le budget de l'État, mais une petite partie, la grosse partie, c'est les dépenses d'assurance maladie, d'assurance chômage, etc., les dépenses de retraite. Parce que ce qui nous distingue le plus par rapport à l'Allemagne sur les dépenses publiques, c'est les retraites. Les retraites sont la merde. Bon, alors, attends, ça fait deux sujets. Du point de vue des dépenses. Le premier sujet, c'est... parce que ça m'intéresse beaucoup, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est peut-être pas le meilleur endroit, en fait, pour faire changer la France. C'est ça que vous dites, hein, finalement. Je suis en total désaccord par rapport à ça. Je pense que accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une forme de capitulation qui est juste inacceptable. Et je pense en plus qu'aujourd'hui, les Français, ils sont prêts à entendre un discours différent. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, on avait des Français qui, effectivement, se contentaient de cette situation, qui l'acceptaient et qui en vivaient plutôt bien. Et avec la pandémie, on s'est rendu compte, les Français ont compris qu'effectivement, on avait un État obèse, inefficace. Ils l'ont vu, les chiffres ont été exposés, l'organigramme de la santé publique est d'une complexité invraisemblable, les gens l'ont vu, on a vu étaler les chiffres, on a, et je reviens sur le nombre de fonctionnaires, on a des effectifs pléthoriques, des effectifs centraux qui sont pléthoriques, on est à 33% de la dépense de santé qui est en effectif mais les effectifs centraux, c'est peanuts par rapport à l'ensemble. Non, quand ils sont à 25 points, c'est pas peanuts, je suis désolé. Par rapport à l'ensemble. Quand ils sont à 25 points dans les autres pays d'Europe. Et ça, vous le retrouvez dans toutes les administrations. Donc ça, c'est un des sujets. C'est pas le seul, effectivement, mais c'est un des sujets. Et il y a aujourd'hui, je pense, une adhésion des Français par rapport à ce discours sur il y a besoin d'arrêter, de limiter cette bureaucratie, de la contrôler. Bien sûr qu'une bonne partie aussi des gaspillages sont dans la dépense sociale. Bien sûr qu'il faut faire une réforme paramétrique des retraites, toute simple d'ailleurs, pas quelque chose de compliqué comme a voulu le faire Macron. Je pense qu'il faut aussi plafonner les aides sociales à 80% du SMIC. Je pense qu'il faut qu'il y ait un contrat aussi. Denis, rentrons pas là-dedans parce que non, rentrons pas dans le programme. Oui, mais on sait très bien. Bertrand l'a dit très justement. Tu as eu deux gars. Mais même trois, Sarkozy, Macron. Mais même alors, qui soulèvent des montagnes. Non, mais je vais répondre à ça. Je peux répondre à ça. Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. La différence majeure entre et qui effectivement, il se trouve que j'ai rencontré Nicolas Sarkozy. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je connais un peu Emmanuel Macron moins bien. Évidemment, je connais son parcours. Mais la différence majeure entre ces deux profils, un profil comme le mien, c'est que moi, je suis un manager. Moi, je suis un manager, un organisateur. Le sujet, il ne faut pas l'appréhender effectivement sous une forme comptable. Il ne faut pas arriver en disant je vais supprimer 100 000 postes ou 200 000 postes. Il faut regarder chacune des fonctions les unes à côté des autres. Il faut regarder comment les organisations fonctionnent. Il faut regarder comment on fait pour pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut une approche managériale et organisationnelle qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi ? Parce que l'un et l'autre ne sont
ni des managers n'ont jamais créé des équipes, n'ont jamais développé des sociétés, ne sont jamais partis à la conquête du monde avec des produits, n'ont jamais eu à réfléchir en termes d'organisation, en termes d'efficacité d'équipe. Et c'est ça la différence majeure. Et donc c'est pour ça qu'effectivement ils n'y sont pas arrivés. L'autre raison, c'est que je pense qu'encore une fois, le timing était juste pas le bon. Il n'y avait pas cette maturité qu'on a aujourd'hui, avec une compréhension par une majorité de Français, grâce à la pandémie, je pense, que le système bureaucratique qu'on connaît, d'ailleurs, Le Point a fait Robin Rivaton écrit La France est prête en 2015 ou 2016, si tu veux. Mais ça, c'est Robin Rivaton. Mais non, Robin Rivaton, c'est... Non, c'est pas ça. Je me moque de ce que dit Robin Rivaton. Mais tu as tort. Moi, je lis... C'est très intéressant. La France est prête. Mais non, mais il y avait tous les sondages, il y avait tous les chiffres, il y avait tout ce que tu voulais en termes d'argumentaire. A-t-il même essayé? A-t-il même commencé? Il n'a pas commencé. Mais il n'y a pas eu le moindre début d'une réflexion sur comment on fait pour réorganiser l'État. Et aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave qu'elle l'était d'ailleurs il y a quelques années. Aujourd'hui, jusque-là, c'était que des problèmes économiques qui sont déjà relativement graves. Aujourd'hui, le problème, c'est que même le régalien ne fonctionne pas. Bien sûr. Même le régalien s'effondre. Oui. Avec un État qui veut tout faire et qui ne peut évidemment pas tout bien faire, parce que quand on vient du monde de l'entreprise, on sait qu'il faut faire des choix. On a même le régalien qui s'effondre. Aujourd'hui, on a des bandes armées d'AK-47 dans des zones de non-droit qui font la loi. La préoccupation numéro 1 des Français aujourd'hui, c'est la sécurité. Oui. C'est la sécurité. Repars pas sur ton programme. Repartons pas sur les programmes. Non, c'est pas un programme. Vous êtes en train de me dire, non mais les gars, tout va bien, on va continuer à bosser. Alors qu'est-ce que vous... Non, moi je ne suis pas d'accord. Vous proposez de réélire Emmanuel Macron qui n'a absolument pas traité ces problèmes-là. Quelles que soient ses qualités, son intelligence, il n'a pas traité ces problèmes-là. On est en désaccord et j'aimerais juste exprimer le désaccord. Quand il a été élu. Et beaucoup plus grave quand il a été élu. Oui, mais probablement elle aurait été beaucoup plus grave quel qu'eût été le président de la République, parce qu'encore une fois, il y a un certain nombre de forces dans l'appareil d'État qui sont assises dans un consensus national pour que si on commence à bouger les rouages, eh bien, le pays se crispe et va à la crise. Qu'est-ce qu'on fait dans le privé lorsqu'on a des problèmes de ce type à résoudre? Et je pense par exemple à des choses qu'on a tous vues, France Télécom, la SNCF, on met de la concurrence. Il faut, me semble-t-il, et ce n'est pas une contestation de la démarche qui est la tienne, mais il faut, me semble-t-il, de façon systémique, que la nation, que j'assimile aux entrepreneurs, se mette en concurrence avec l'État, dans tous les domaines, la santé, l'éducation, la reconstruction des banlieues, le transport, dans tous les domaines. Et que, pardon Denis, qu'on aille au bout, pardon Denis, qu'on aille au bout, que les Français voient que leur argent, que l'argent qui existe dans le pays est mieux alloué vers l'efficacité lorsque ce sont des entreprises et des entrepreneurs qui le font, que quand c'est l'État qui le pompe pour le faire à la place de tout le monde. Et on n'a pas fait cela depuis des années. On n'a pas fait la démonstration. Nous, Denis, non, pardon, Denis. Non, pardon, Denis, je veux insister là-dessus. Collectivement, nous n'avons pas fait la pédagogie. Dans ton coin, là, je ne vais pas décider demain de monter une éducation de service public. Moi, on a monté en quelques semaines, Entrepreneurs pour la République, il y a déjà 200 boîtes qui proposent des choses qui sont d'utilité, d'intérêt général. La nation est au service de l'intérêt général. On n'a pas forcément besoin d'être en carrière politique ou dans l'appareil d'État pour servir l'intérêt général. Il faut qu'il que tout. Mais pardon, d'abord, c'est ce que font. Juste ça. C'est ce que font. Mais c'est une bataille de tous les jours. C'est une bataille de tous les jours. C'est que je connais, que tu croules sous les appels d'offres. Cette phrase formidable, est-ce qu'on a lancé un appel d'offres pour mobiliser les taxis de la Marne? Enfin voilà, c'est la réalité de l'appareil d'État que tu dois affronter. Donc, mais cette bataille, nous devons la mener. Et cette bataille ne peut se mener que si collectivement la nation s'organise face à l'État. Et vraiment, je dis ça parce que la nation s'organise face à l'État, ça veut dire qu'à un moment donné, on arrête d'avoir le fantasme que seul un homme providentiel à la tête de l'État pourrait réparer les choses, parce que je pense que tous ont voulu le faire. Que même des gens fabuleux comme un Poitrinal a essayé de réformer l'État. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'il n'y a pas, durant des années, durant des mois et des années, ce moment de tension entre la nation et l'État, où la nation collectivement demande à l'État de l'efficacité et des comptes. Et malheureusement, je crains
que l'on arrivera à modifier cet appareil qui pèse sur notre pays uniquement de l'extérieur et probablement pas de l'intérieur. Un mot de Bertrand, je te laisse réagir après et ensuite on... Je partage en grande partie le diagnostic que vous faites. Mon seul point, c'était, je rejoignais ce que disait Léonidas, c'est-à-dire je ne crois pas que ce soit uniquement la volonté d'un homme, parti du haut, etc. Et deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision comptable, mais vous l'avez dit aussi d'ailleurs. Et embrayer un programme sur le thème, il faut au moins X centaines de milliers de fonctionnaires en moins, c'est prendre le sujet, à mon avis, à l'envers. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que je ne suis pas sûr que la pandémie, malgré tous les dysfonctionnements dans le système de santé qui ont été repérés par les Français, je ne suis pas sûr qu'on aille vers une demande de moins d'État. Voilà, intuitivement, je ne suis pas sûr que les Français considèrent qu'ils ont besoin aujourd'hui de moins de... Mais à tort ou à raison, c'est pas qu'ils ont besoin de moins de protection, qu'ils ont besoin de moins d'allocations, moins de dépenses sociales, etc. Voilà, j'ai un doute sur l'impact de la pandémie sur le mindset des Français. Voilà. Moins d'État. Je propose ça, moins d'État. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et la démonstration. C'est une formule, ça. Non, mais non. La démonstration de l'efficacité. La démonstration de l'efficacité du privé, elle a été faite. Les délégations de services publics, elles existent. Il y en a dans des tas de domaines. Dans les transports, il y en a qui ne marchent pas, mais il y en a qui marchent très bien. Dans les transports, les TCL lyonnais, ils coûtent 4 fois moins cher au kilomètre que la RATP, par exemple. Les crèches, par exemple. Ils sont les Français qui le savent. Mais je vais le faire savoir. Je vais les faire savoir. Et quant à la perception des Français sur le fait qu'il y a un problème aujourd'hui d'efficacité de l'allocation de l'argent public, elle est là, elle est partout. La première réaction des Gilets jaunes, la première question des Gilets jaunes, avant qu'ils soient récupérés par l'extrême gauche, c'était où va l'argent ? Où va l'argent ? Les Gilets jaunes, c'était une rébellion, c'était une révolte fiscale, c'était une jacquerie fiscale. Aujourd'hui, même les gens les plus modestes se rebellent contre l'utilisation qui est faite de l'argent public. Donc ne me dites pas qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas prêts à entendre un discours d'utilisation optimale, efficace de l'argent public. Ce qui ne veut pas dire renoncer à la protection sociale, ce qui ne veut pas dire reculer, mais simplement utiliser cet argent plus efficacement. Oui, et ça c'est possible quand on vient du privé comme moi et qu'on a fait ça toute sa vie. Le business model de l'aventure de Nipper, parce que tu as déjà tenté le coup avec nous citoyens. Bah oui. Non, moi j'ai le business model. Comment est-ce que tu vas conquérir ce marché qui s'appelle Stéphane, la France. Stéphane, moi j'ai la République. Non mais si tu te souviens de comment ça s'est passé, moi j'étais dans une démarche collective et pas individuelle, et notre objectif à tous les gens que j'avais réunis autour de nous citoyens, c'était qu'on n'ait pas en 2017 une présidentielle pour rien. C'était pas que Denis Père soit élu. Et on a réussi à pas avoir une présidentielle pour rien, si vous vous souvenez. D'accord. On a eu 2 candidats qui avaient des vrais programmes de réforme du pays. Un, Fillon, qui avait un programme beaucoup plus poussé, en particulier sur la réforme de l'État, même si je souscrivais effectivement pas à tout. Les 500 000, c'était peut-être pas la bonne approche. Mais j'aurais préféré entendre parler de chiffres, en dire voilà, maintenant on va revenir à des prélèvements qui sont équivalents à la moyenne européenne. Voilà. Il y a 6 points de PIB pour trouver 140 milliards. Et puis Macron un peu moins. Là maintenant, eh bien, je vais effectivement essayer de convaincre... OPA, peut-être, oui. En tout cas, je vais essayer de convaincre... Amical, exactement, amical. Je vais essayer de convaincre les Républicains. Aujourd'hui, si on regarde les candidats des Républicains, ils sont tous éminemment respectables. Mais je pense qu'aucun d'entre eux a la capacité de battre Emmanuel Macron, parce qu'aucun d'entre eux a effectivement une crédibilité en matière économique. C'est des gens qui ont toujours fait que de la politique. Alors, beaucoup de respect, parce que c'est un sacerdoce. Je dépense donc je suis. Mais les Républicains, c'est les mêmes, en fait, Denis. Alors, je dépense donc je suis. Non, je ne suis pas d'accord. Depuis 1974, les budgets en déficit, on a vu bien des présidents de droite. Je ne suis pas d'accord. C'est les seuls qui ont réussi, sous Sarkozy, à baisser la dépense publique de 13 milliards. Ils ont au moins pour eux cette chose-là. Cela dit, et là où je vous rejoins, c'est que jusque-là, effectivement, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de demande de la part des citoyens de travailler sur cette question-là avec efficacité. La demande, elle est là aujourd'hui. Les Gilets jaunes disent où va l'argent. Les gens les plus modestes aujourd'hui se rebellent et demandent des comptes. Donc les choses ont changé. Les choses ont changé. Je pense qu'il y a une attente très large. Un mot tous les deux et on marque une pause. Pour faire la pédagogie auprès des Français de la situation et de ce gigantesque déséquilibre que l'État fait peser sur notre pays, ne serait-ce que pour cela, je trouve que la démarche est exceptionnelle et donc je la salue. Merci.
Bertrand, un mot? Je redis que 2 ans de dépenses, quoi qu'il en coûte, de total oubli des équilibres budgétaires, du fait que les taux d'intérêt ne seront pas éternellement négatifs, etc. Malheureusement, je ne serais pas aussi optimiste. Je pense que les Français sont très largement anesthésiés sur la dépense publique, et peut-être même plus que jamais. On a eu les chiffres, d'ailleurs, à la fin de la semaine dernière, les chiffres un peu précis. Là, c'est 49 milliards d'euros de coût budgétaire global 2020. Et sans doute encore 40-50 milliards d'euros 2021, donc coût budgétaire sur l'ensemble des aides. Après, si on agrège tout, c'est le comité de suivi et d'évaluation des mesures de crise. C'est magnifique, ça. Le comité de suivi et d'évaluation, c'est 230 milliards pour l'instant, entre mars et l'été 2021. Mais là-dedans, ils mettent les prêts. Mais encore une fois, je ne sens pas monter du tréfonds du pays une inquiétude sur l'évolution de la dépense publique, là, en ce moment. Je ne dis pas dans quelques années, mais... je sens juste monter du tréfonds du pays, un rejet massif de la classe politique. C'est peut-être quand même intéressant. Oui, mais enfin, c'est intéressant de se poser la question. Pourquoi ? Parce que dans ce débat sur la dépense publique et sur son efficacité, il y a des choses comme l'éducation, par exemple. L'éducation qui est totalement à la ramasse et qui n'a pas du tout été réformée suffisamment par les équipes de Macron. Blanquer a fait des choses intéressantes sur la pédagogie, mais la pédagogie, c'est 20% du sujet. 80% du sujet, c'est des problèmes de management, d'organisation, de motivation, de recrutement. C'est ça le sujet, qui fait qu'aujourd'hui, on est derrière l'Albanie quand on est testé. Mais oui, derrière l'Albanie, c'est quoi ? Bien sûr, les tests Teams, c'est un test de l'OCDE, donc très large, et ça va même au-delà, en sciences, en maths et en physique, en 4e et en seconde. On évalue le niveau des élèves. La France est un des derniers pays dans ces tests, derrière l'Albanie, qui a beaucoup moins de moyens que nous. Donc aujourd'hui, on est un des pays qui dépense le plus dans ce domaine-là, et on est un des derniers du classement. Donc aujourd'hui, on n'est pas en train de préparer nos enfants à faire face au challenge du 21e siècle de la connaissance. Très donc bon papier. C'est un scandale. C'est ce qui nous permettra d'embrayer sur l'assurance chômage, l'emploi, etc. Dans la deuxième partie, mais très intéressant point de vue de Patrick Artus ce matin dans Les Échos, qui dit que 45% des décisions de recrutement prises par les entreprises aujourd'hui, il donne le chiffre de 2,5 millions, je crois, ça correspond à peu près 2,5 millions de recrutement. 45% aboutissent à des difficultés. C'est pas l'échec, mais il y a une difficulté du fait justement d'une inadéquation des compétences pour 45% des décisions de recrutement aujourd'hui. Denis, on marque une pause et on parle de ça justement dans un instant. On repart donc, emploi, formation, assurance chômage, est formidable sujet de toute façon présidentiel. Mais Bertrand, comme tu es là et que expert de l'assurance chômage, il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup d'autoproclamés, mais voilà. Donc, le gouvernement a l'air déterminé à la mettre en place, cette réforme. Juste un petit truc avec les chiffres quand même, parce que je parle sous ton contrôle. Au max, vraiment, en régime de croisière, si tout fonctionne, c'est 2,3 milliards d'économies par an, cette réforme de l'assurance chômage. La dette de l'UNEDIC sera de 70 milliards d'euros à la fin 2022. L'épaisseur de trait. Voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Parce que ça va pas être simple. C'est-à-dire que... on va avoir le réveil forcément de l'opposition syndicale sur ces questions-là. Alors, deux choses. D'abord, effectivement, le gouvernement a l'air, depuis le début, de ne pas trembler sur le sujet. Ouais. Donc, il y a une grande probabilité que la réforme se fasse donc, au 1er octobre. Après l'avoir reculé de plus de 6 mois pour des raisons assez évidentes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand le gouvernement dit que ce n'est pas une réforme qui est faite pour faire des économies, une réforme de type comptable, il a raison en fait. C'est-à-dire que c'est une réforme qui, on pourrait en reparler, est censée jouer sur les incitations. Et c'est ça le fond d'une réforme de l'assurance chômage, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une réforme de l'assurance chômage, sauf si on est devant le FMI, qu'on est dans le cas de la Grèce, on n'arrive pas à rembourser sa dette. Voilà, ou du Royaume-Uni. Ou du Royaume-Uni 76-77. Exactement. Voilà. Alors, le sujet n'est pas comptable, donc il faut pas se laisser paramètres. Alors attends. Donc 6 mois au lieu de 4 pour avoir droit à des indemnisations, 6 mois de travail au lieu de 4. Voilà. Très forte dégressivité pour les hauts revenus. Oui, mais qui est une mesure
plutôt, quasiment symbolique, qui rapporte rien. Qui rapporte rien. On est en termes d'économie. C'est une citation. Moi, c'est une erreur. Et nouveau calcul du salaire journalier de référence. Qui est la plus grosse, avec le passage à 6 mois, qui est la vraie modification importante parce qu'elle va entraîner des baisses substantielle de l'allocation chômage pour plusieurs centaines de milliers de chômeurs. Alors, pas pour le chômeur actuel, puisque c'est une réforme qui se fait en flux, comme on dit, évidemment. Ouais. On ne va pas baisser une allocation comme ça de quelqu'un. Mais ça, c'est la réforme. Mais pour ceux qui commenceront à cotiser à partir du 1er octobre, qui rentreront, qui rentreront dans le système à partir du 1er octobre. Bon, donc, c'est une réforme qui est importante, de grande ampleur, qui vise à modifier les comportements. Et si elle produit peu d'économies, c'est pas forcément le sujet. Quant au niveau de la dette, oui, 70 milliards, très impressionnant. Enfin, bon, par rapport à l'ensemble de la dette des finances publiques, voilà. On est d'accord. Pas sujet. Voilà, donc je pense que le problème de l'assurance chômage, voilà, il faut le prendre par... La question, c'est quelles sont les bonnes incitations? Est-ce qu'elle fournit les bonnes incitations sur le marché du travail? C'est pas avant tout, il faut la faire rentrer dans... Et ta réponse, c'est oui, elle fournit les bonnes incitations? Avec cette réforme, on a fait un grand pas, à mon avis, vers une assurance chômage plutôt bien faite, effectivement. Bien faite parce qu'elle évite en fait le piège du chômage longue durée. Et intermittent. De personnes aujourd'hui. Intermittent, oui, à peu près. Voilà. Intermittent. C'est-à-dire le chômage... par roulement. Le chômage par roulement en multipliant les CDD, l'intérim. Mais ça, l'intermittent, ça pèse sur les comptes. Mais ça reste des actifs, en fait, qui choisissent de temps en temps d'être payés par l'État et de temps en temps d'être payés par une entreprise. Ah bah oui, mais ils produisent quand même quand ils sont payés par une entreprise. Enfin... Voilà. Non, on peut pas faire... Le problème, non, mais t'as raison, c'est une très bonne réponse. Non, mais je suis moi-même trop... Moi, je pense que la raison pour laquelle cette réforme est très importante, et on le voit actuellement, c'est que c'est quand même assez stupéfiant que la plus grande difficulté des employeurs aujourd'hui, ce soit d'embaucher. C'est quand même une réalité tangible, c'est une réalité tous secteurs confondus. Donc, que le système fasse cohabiter 3 millions de chômeurs d'un côté et des centaines de milliers d'emplois non pourvus de l'autre, c'est qu'il y a un problème systémique qu'il faut corriger d'urgence. Alors, c'est d'urgence. C'est pas nouveau. Par faire des économies aussi. C'est pas nouveau. C'est-à-dire que tu citais le chiffre de 45% de projets de recrutement qui sont difficiles. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aboutir, mais qui sont jugés difficiles. Avant la crise en 2019 et puis jusqu'au début 2020, à une enquête annuelle qui est faite par Pôle emploi sur ces difficultés de recrutement, on était à peu près à 40%. Oui. Voilà. Donc là, on a l'économie qui repart comme un ressort. Alors le ressort se tend, je ne sais pas jusqu'où il ira, mais l'économie est tendue comme un ressort, rebondit comme un ressort. Donc la reprise est tellement violente que effectivement les entreprises butent sur des difficultés de recrutement encore plus qu'avant, mais enfin elles étaient déjà colossales avant. C'est un problème vraiment structurel. Mais attends, juste, je veux, pour bien... parce que moi aussi, évidemment, j'apprends en vous écoutant et en t'écoutant. En fait, le sujet, et c'est sans doute, Denis, le sujet de tous les sujets, c'est augmenter la quantité de travail réalisé dans notre pays. C'est ça le sujet. Ça fait partie des grands sujets macro, évidemment. Et là, ça contribue à résoudre tous les déficits. Et pour ça, on a un taux d'activité qui est parmi les plus élevés du monde, donc c'est pas un sujet d'activité, c'est un sujet, de chômage, et évidemment, de durée du travail au cours de la vie, c'est-à-dire évidemment les retraites. C'est les deux gros sujets démarrer importants. Plus tôt grâce à l'apprentissage et terminer plus tard en réformant les retraites. Voilà, exactement. On a un taux d'activité quand même qui est à 66%, donc l'Allemagne est à 76%. Enfin, il y a quand même un vrai sujet. Oui, c'est le sujet déjà. Non, je parlais, des 25-50. Oui, non, non, taux d'emploi. Le taux d'emploi. Taux d'emploi, c'est-à-dire que taux d'emploi, 66% d'un côté, 76% d'un autre. Oui, c'est ça. Le sujet, c'est le taux d'emploi. Mais mais on a, c'est toujours le fameux, la très forte activité des 25. Effectivement, on a un problème de taux d'emploi. Disons que les taux d'activité, notamment sur les âges 25-55, est extrêmement élevé. Et notamment chez les femmes, plus que dans d'autres pays. Donc on n'a plus énormément de marge de manœuvre sur le taux d'activité lui-même. On a une marge de manœuvre, sur le chômage, c'est-à-dire sur l'emploi, le taux d'emploi. Et on a notamment donc les jeunes et puis les seniors aussi. Et puis on a une marge de manœuvre, évidemment, sur la durée de vie active, puisque les personnes, en moyenne en France, ont 5 ans de plus de durée de retraite que chez nos voisins. Ça aussi d'ailleurs, c'est pour moi pour tout le monde d'ailleurs, un des chiffres de la rentrée, et il est tout récent, de la mi-août, donc sur 10
19-30 ans, c'est ça, oui, sur les 19-30 ans, c'est 12% de la classe d'âge, enfin 12% de ces 19-30 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, ni en rien du tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui est un drame. C'est un drame. C'est la conséquence, Stéphane, c'est la conséquence d'une éducation nationale qui est en faillite quand même, je suis désolé, et d'une formation professionnelle qui ne fait pas ce qu'il faut non plus. C'est ça, formation professionnelle. Bien sûr, c'est les deux. Et il y a d'autres sujets, il y a la mobilité géographique qui est un sujet aussi, mais le problème principal, c'est ça. Effectivement, je rejoins ce que disait Léonidas, on a 6 millions de chômeurs, 2 millions de personnes au RSA, et on a des pénuries d'emplois. On n'arrive pas à recruter les gens dont on a besoin. Ce qui est juste fou. Et effectivement, c'est tout ce qu'on a dit. C'est un système d'assurance chômage qui n'incite pas suffisamment rapidement à reprendre un travail. C'est la mobilité géographique, mais c'est aussi et surtout la formation première et la formation professionnelle qui ne sont pas au niveau. Et donc, quand je parle, moi, de réforme de l'État, je parle de ça, bien sûr. Je ne parle pas que d'efficacité de la dépense publique. Au passage, dont les Français ne parlent pas dans ces termes-là, ils parlent de bureaucratie. Les Français, ils veulent plus de la bureaucratie. Et la bureaucratie, ça se traduit effectivement par l'inefficacité, par des coûts exorbitants. Mais c'est de ça dont je parle quand je parle de réformer l'État. C'est de faire en sorte que l'éducation soit au niveau, que, en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que non seulement on est derrière l'Albanie, je termine quand même, mais on a aussi le système le plus injuste des pays développés. C'est ce que pointe PISA régulièrement, en disant que notre système préserve les inégalités sociales. Et celui qui reproduit le plus les inégalités sociales. Enfin, c'est scandaleux. C'est scandaleux d'un point de vue social, évidemment. C'est scandaleux même d'un point de vue de logique pure. On recrute aujourd'hui l'élite dans une toute petite partie de la population. Vous connaissez l'histoire des 200 maternelles. Je ne vais pas passer... 180 alors, je le dis, c'était un phrase d'Attali que j'ai jamais pu vérifier d'ailleurs. 180 maternelles dans les promotions de Polytechnique depuis... Voilà, vous retrouvez les 180 mêmes maternelles depuis 40 ans. Non, juste un truc. C'est pas 6 millions de chômeurs. Là aussi, on va donner les vrais chiffres. C'est 2,8 millions. Ah bah oui, mais quand même. Voilà. 2,8 millions au sens du Bureau international du travail. D'accord. Mais si on rajoute les 2 millions de halo autour du chômage, on n'est pas loin de 5. Bon, 6 sans doute pas, mais 5. Oui. Voilà. Et il y a un autre sujet d'ailleurs sur ce... C'est-à-dire ceux qui ne cherchent pas d'emploi, c'est ça? Oui, ils sont même sortis de la population active, mais c'est pas pour autant... Mais en même temps, ils devraient travailler en principe. Voilà. Alors qu'effectivement, chômeurs au sens du BIT, vous cherchez et vous êtes immédiatement disponible pour un temps plein. Voilà, et sur cette population, en tout cas sur la partie longue durée, parce qu'effectivement après c'est effectivement il y a un décompte effectivement en fonction des catégories, mais les chômeurs de longue durée, une chose aussi qui manque, moi que j'ai vu fonctionner par exemple en Belgique flamande, c'est qu'au bout d'un certain temps, vous avez l'obligation de suivre une formation sur un métier en tension. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore aujourd'hui en France. On cherche actuellement 10 000 plombiers, 10 000 électriciens, 10 000 jardiniers, 10 000 pâtissiers. C'est à peu près toujours ce niveau-là. Et on n'oblige pas aujourd'hui des gens qui sont pas loin effectivement qui sont au chômage depuis très longtemps à suivre des formations sur des métiers en tension. Mais Denis, c'est des choses aussi simples que ça. Ça veut dire que t'embauches, puisque c'est l'un des sujets de la rentrée, t'embauches 3 000 personnes à peu près à Pôle emploi pour suivre l'ensemble de ces gens et l'ensemble de ces dispositifs. Mais je fais pas ça avec Pôle emploi. Ça va être le sujet. Non mais Stéphane, alors je rejoins Léonidas. Je fais pas ça avec Pôle emploi. Mais je fais ça avec des agences privées. C'est ce qu'ont fait les Anglais il y a très longtemps. Je fais ça avec des agences privées en DSP, en délégation de service public, avec des objectifs. Des pour apprendre à être plombier, mais il va falloir les faire. Mais non, mais c'est le sujet. Non, c'est pour sortir de l'incantation. À un moment, Stéphane, pardon. Il faut qu'on mette bout à bout les dizaines de boîtes en France qui sont capables de répondre à ce problème. Les réponses, on les a. On n'a pas besoin de réformer l'État pour attendre que l'État soit prêt. On a les solutions. Il n'y a pas un domaine dans lequel on n'est pas... Il faut que l'État soit d'accord. Oui, mais on a les solutions, mais il faut que l'État soit d'accord. S'il n'est pas d'accord pour te confier l'émission de Pôle emploi, tu ne le feras pas. C'est quand même plus facile de demander à l'État s'il est d'accord ou pas quand on lui présente les solutions. Ah bah bien sûr. Que d'attendre que l'État aille les chercher. Non mais surtout quand il cherche pas. Inversons les choses. Surtout quand il cherche pas. Donc inversons les choses et montrons ce que le privé est capable de faire. C'est extraordinaire. Les outils que nous avons en France. Et c'est ça, Denis, qui fait qu'on veut que notre pays aille mieux. C'est qu'on sait ce qu'il y a dans les tripes de notre pays. Les amis, et on sait ce qu'il y a comme solution. Le revenu d'engagement. Parlons de choses concrètes. Parce que ce qui va être sur la table là, ça s'appelle revenu d'engagement. Pour les jeunes. Voilà, revenu d'engagement pour les jeunes. Donc, 500 € par mois, avec en face une formation. Coût budgétaire, 2,5 milliards d'euros à peu près, c'est ce que dit Bercy.
Parce que quand même, tu dois un petit peu contrôler ce qui est fait. Et donc, tu dois embaucher des gars pour contrôler ce qui est fait. Non, mais le contrôle, il peut être fait par des gens qui sont en délégation de service public, avec des objectifs de qualité, avec des... Tu prends Bureau Veritas des consultants dont c'est le métier. Il y en a en matière de ressources humaines qui savent faire beaucoup de choses, à condition de leur donner des objectifs précis, de les évaluer. Pour moi, l'État, effectivement, doit sortir d'une logique où il exécute tout lui-même. L'État, il doit fixer... Il doit fixer des objectifs, il doit les contrôler, il doit fixer la stratégie, la vision. Il est le garant de tout ça. Et l'exécution opérationnelle doit être confiée le plus possible à des tiers, associations, entreprises. C'est un modèle qui existe déjà. D'ailleurs, je suis pas en train de. Il y a déjà des tas de domaines dans lesquels ça marche. Sur ce sujet particulier, là aussi, ce n'est pas forcément qu'une question d'argent. Mais la question, là, je pense que je reviendrai Denis Père. C'est la question de savoir quels vont être les opérateurs qui vont être là-dessus, quelle marge de manœuvre ils vont avoir, ou si tout est décidé par une circulaire qui fera 80 pages et qui dira précisément quel est le parcours du jeune, les étapes de contrôle, etc. J'ai peur qu'on soit dans la deuxième élection avec le monopole des missions locales, par exemple. Bon, alors que d'autres opérateurs... Explique, mission locale, c'est quoi mission locale, ce sont environ 500 associations pilotées par des collectivités locales qui ont pour mission l'accompagnement de retour à l'emploi et la formation des jeunes. Et donc, on a déjà vu... Attends, moi ça m'intéresse. Moi je vais être concret. Bertrand, des organismes de formation, des boîtes qui proposent des formations, qui sont labellisées, il y en a des milliers. Bien sûr, elles sont pas toutes forcément très bien. Et exactement, comment tu tries le bon grain de livret ? Moi, j'ai regardé de près ce qui concerne la formation au code, le numérique et toutes ces choses-là. Donc, tu as un label Grande École du Numérique, qui est un label d'État. Pardon, il est bien foutu. Les gars font bien leur travail. Mais j'y vais avec confiance. Il en existe. Mais donc, t'es bien obligé. Il y a un réseau de certifier tout ça. Il y a un réseau des écoles. Ça, c'est le boulot de l'État, bien entendu. Les écoles de la deuxième chance sont labellisées. C'est très important, Stéphane. Personne n'a jamais dit, on dit quoi ? On dit que l'État inutile affaiblit l'État nécessaire. Mais on dit bien qu'il y a un État nécessaire. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'un garant. Et que l'État soit un garant, c'est bien, mais il n'a pas à tout gérer. Et de ce point de vue-là, qu'il aille sélectionner ou regarder des offres privées et dire ça rentre dans les clous, ça rentre pas dans les clous, mais tant mieux que l'État soit là pour le faire. Et ça, on en a besoin. Mais ce qui est effectivement véritablement plombant pour le pays, c'est quand l'État va effectivement pondre des circulaires, va confier à des agents publics le soin de tout faire, et qu'on va rentrer dans une usine à gaz absolument épouvantable. Mais mettons sur la table... Juste un exemple dans ce domaine-là, sur le décrochage scolaire, qui est un vrai sujet en France. Il y a 150 000 jeunes qui sortent chaque année, effectivement, sans diplôme, sans formation, etc. Bon, il y a des gens qui ont essayé. Il y a une association, qui en particulier, il y en a plusieurs, qui sont montées pour essayer d'aider ces jeunes. Alors, c'est des patrons qui ont fait ça, d'ailleurs. Ils leur trouvent un job en entreprise. Il faut la citer. Ils les coachent. J'en connais plein. Oui, j'ai plusieurs noms en tête. Je ne vais pas faire la pub d'une par rapport à d'autres, mais en général, le modèle est à peu près toujours le même. Il y a un coach à l'école et un coach en entreprise qui est nommé, et ensuite ils accompagnent le jeune, et ils ont 60% en général de taux de réussite. C'est absolument remarquable. Sauf qu'à un moment donné, l'État a dit « Ah, ça marche formidable, je vais le faire moi-même. » Voilà. Et l'État n'y arrive pas. C'est fascinant. C'est fascinant. Mais c'est ce vrai côté, que je veux tout faire moi-même. Ça ne marche pas. C'est ça le problème de fond. Et tant que vous n'avez pas quelqu'un à la tête de l'État qui a ses convictions chevillées au corps et qui n'est pas un énarque, excusez-moi, je sais que vous êtes énarque, mais un technocrate. Parce que, non, mais il y a par ailleurs des gens. Non, mais heureusement, la plupart sont remarquables d'ailleurs. Mais sauf qu'à la tête de l'État aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut. Il faut quelqu'un qui est convaincu que c'est un autre modèle qu'il faut mettre en place, un modèle où on s'appuie beaucoup plus sur la société civile, des associations, des entreprises, et que l'État arrête de chercher à tout faire lui-même. Et c'est ça... Il ne l'est pas, Macron, d'ailleurs. Il a raté, lui, c'est ça? Non, mais... Non, il est là. Inspecteur des finances. Ah oui, qu'est-ce qu'il a raté? Ah, c'est Normal Sup. Oui, Normal Sup. Non, mais juste parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que Macron est arrivé porté par cette dynamique entrepreneuriale, il faut quand même lui reconnaître ça. Il a parlé de Saturn Mission, il était CS de Las Vegas, tout ça... Mais dès qu'il est rentré à la tête de l'État, il n'a jamais créé une vraie start-up. Dès qu'il est rentré à la tête de l'État... Ça s'appelle En Marche, il a pris le pouvoir. Sauf que... Pardon, vas-y, Lionel. À la tête de l'État... En Marche, ça fait quoi aujourd'hui dans les dernières élections, ça fait quoi? Comme souvent les startups. Ah bah non, pas toutes, heureusement. Il y a un appareil d'État, il y a une superstructure étatique qui récupère tout, même lorsque les décisions sont prises, elles sont bloquées par les rouages administratifs. C'est là où ça pose un problème, et même vis-à-vis de la question de savoir est-ce que ça serait de l'incantation, les gars, là. Il y a tellement de choses qui
dysfonctionne de manière décentralisée qu'on ne va pas se dire c'est la décentralisation qui marche. Après, on pourrait dire qu'il faut écarter l'administration, mais il y a des administrations qui fonctionnent très bien et qui sont extraordinaires. Donc, il n'y a pas une seule révolution à faire. C'est pour ça que je pense que ce qui nous manque considérablement, c'est d'avoir musclé cette capacité de la nation à offrir des réponses aux besoins d'intérêt général en alternative à l'État, qui effectivement revendique à longueur de journée d'avoir le monopole. Ça n'avancera pas malheureusement. Une forme de travail, 1 million d'entreprises chaque année. Enfin, c'est extraordinaire, 1 million d'entreprises chaque année. Et ça craque de partout, ils sont obligés. Mais ça craque de partout, on est à 11% du PIB, l'industrie pèse 11% du PIB, et les régions industrielles se révoltent, n'en peuvent plus. Et on ne fait rien. Et tant qu'on ne baissera pas la dépense publique et donc les prélèvements, on verra l'industrie disparaître, fondre dans notre pays. Et ça, c'est un problème qu'on ne résoudra pas en créant des startups. C'est très bien, je suis le premier convaincu qu'il faut en créer, mais c'est pas, on va pas les créer à un Hénin Beaumont. Non, c'est pas ça. Et c'est pas ça qui va donner des emplois à Hénin Beaumont. Je suis désolé. Donc, le sujet pour créer des emplois industriels, c'est commencer par baisser les prélèvements. C'est tout. Aujourd'hui, l'ensemble de l'ex-taxe professionnelle qui touche les entreprises aujourd'hui, on est sur l'État va les baisser de 10 milliards, il faut les baisser l'ensemble des impôts de production, tu veux dire. Oui, voilà. CFE, etc. Il y en a 12. On est aujourd'hui, on va les baisser de 10 milliards. Il faut les baisser de 30 ou 40 milliards, sinon on ne fera pas revenir d'emplois industriels en France. C'est un sujet absolument majeur. Pas revenir d'emplois industriels en les baissant de 30 à 40 milliards, c'est-à-dire que le mal est beaucoup plus profond. Non, mais il n'y a pas que ça, Stéphane. Mais il faut aussi les formations. Pas les compétences. Mais oui, il faut aussi les formations, bien sûr. Non, mais c'est tout. Oui, mais tant qu'on ne parle pas de ça, et aujourd'hui on ne parle pas de ça, qui parle de ça? Qui fait ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils vont faire pour baisser? Comment ils vont faire pour baisser? Émission spéciale industrie le 14 septembre, les amis. Comment ils vont faire pour baisser les impôts de production de 40 milliards, là, l'équipe actuelle? Les impôts, ils les ont baissés jusque-là uniquement par l'endettement. Ils n'ont fait aucun effort sur l'efficacité de la dépense publique. Aucun. Bon. Ils ont endetté le pays. C'est tout. Donc, tant qu'on a une équipe qui n'a pas cette préoccupation comme focus absolu, on ne va pas recréer d'emplois et d'impôts. Mais j'aime bien ce débat, moi. C'est un vrai débat, mais c'est un débat. Et le débat, l'action individuelle est-ce que oui ou non, on a le rapport de force face à l'État qui permet tous les jours, sans attendre l'échéance. C'est pas le rapport de force face à l'État. C'est pas face à l'État qui s'est cogné Emmanuel Macron. Non, c'est face à l'ensemble de ceux qui vivent aujourd'hui. Mais d'ailleurs, de ce système en faillite. Mais tu sais, lorsqu'il a fallu généraliser les vaccins, la première chose qui est arrivée sur le bureau de l'Élysée, c'était les 43 pages de protocole de consentement éclairé qui ne permettaient pas, entre le moment où on faisait la démarche et le moment où on était vacciné, de le faire à moins de 3 semaines. L'appareil d'État produit ça. Et il s'avère, et c'est la réaction des antivax, qu'il y a toute une frange de la population qui réclame que les choses ne se fassent pas autrement. On a une sorte de consensus national qu'il va falloir faire bouger. Et il me semble que tous les jours, les Français doivent pouvoir se dire, avant de demander à l'État qu'est-ce qu'il peut faire, je vais demander aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter comme solution. Tant qu'on a à la tête de l'État un pur produit de la technostructure, tout ça ne changera pas malheureusement. Je ne crois pas qu'à la tête de l'État, on ait eu un pur produit de la technostructure. Bon, les amis, juste alors, parce que là, on l'a bien dit. On l'a bien dit. C'est toujours le moment difficile. Est capable d'avaler Denis Père. Ah bah oui. D'avaler Emmanuel Macron. Malheureusement, oui. C'est-à-dire. Et Dieu sait que il faut des mâchoires colossales pour avaler Denis Père. Mais j'ai peur que... Mais si j'y vais, je il faut augmenter les salaires. Il a raison, Bruno Le Maire, de dire à un moment, là, les gars, on vous a gorgé de pognon, il faut en rendre un petit peu. Peut-être qu'il y a un problème à regarder sur le salaire, le salaire réel et le salaire qui reste dans les poches. Ah, toi, alors c'est ce que dit Pécresse, c'est-à-dire le sujet, c'est le salaire net. Je pense que là, il y a un cœur de sujet à regarder de très près. En tous les cas, nous sommes collectivement, je pense, tout mouvement patronaux confondu, tout à fait prêts à regarder ce sujet. Je pense que c'est un sujet réel. Déjà, c'est un sujet de pédagogie que tous les Français devraient avoir sur leur fiche de paye, la réalité de ce qui touche. C'est le cas, ça. Le seul truc qui restera de François Hollande, c'est peut-être la feuille de paie simplifiée, même si derrière, elle s'est un tout petit peu recomplexifiée, mais là, c'est le cas. Mais en tous les cas, là, il y a un sujet de marge de manœuvre, je pense, très important. Alors, sur les salaires, quand même, si vous regardez la dernière note de conjoncture de l'INSEE, on s'aperçoit que le salaire moyen par tête va non seulement revenir, va dépasser son niveau de 2019, en fait, il va rejoindre en fin d'année, normalement, la tendance. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas eu de pandémie. Ouais.
C'est-à-dire qu'il aurait progressé de plus de 3% depuis 2019. Alors, et ça, on le paye 450 milliards, c'est-à-dire l'ensemble de l'endettement supplémentaire voilà. Durant cette donc, voilà. Heureusement qu'il y en a un petit peu qui va. Donc, si vous voulez, malheureusement, quand on regarde les chiffres, on n'a pas l'impression qu'on a un problème de retard particulier par rapport au salaire. Et en fait, toute l'intervention publique qui a eu lieu a eu aussi pour conséquence que les salaires se tiennent et continuent d'ailleurs de progresser. Donc voilà. Y compris parce qu'il n'y a pas une trappe autour du SMIC du fait de l'ensemble des allègements. On a montré la semaine dernière un graphe assez effrayant et que tu as peut-être vu d'ailleurs qui a beaucoup circulé sur Twitter. Alors le gars, encore une fois, prend l'extrême, c'est-à-dire un patron qui voudrait augmenter un SMICard de 300 €, ça lui en coûterait 1500. Oui. Ça lui coûterait 1500 € de l'augmenter de 300 et lui, sur ces 300, on en aurait que 96, je crois. C'est formidable. Voilà, on revoit le... Spectaculaire. Très spectaculaire. Mais attention, c'est un extrême. Hein, parce que personne n'augmente un SMICard de 300 €. C'est un vrai sujet, mais enfin, ces dernières années, on ne constate pas de tassement particulier des salaires au voisinage autour du SMIC. D'accord. Donc cet effet existe, bien entendu, mais il ne se traduit pas véritablement dans les chiffres. Et encore une fois, au niveau agrégé, les salaires se tiennent très très bien. On s'est fait la plus grande récession depuis plusieurs décennies et les salaires ont continué à progresser. Et pourquoi est-ce que la prime patron et pas la prime Macron, parce que c'est une idée des patrons, et pourquoi est-ce que la prime patron a si bien fonctionné? C'est que ce que l'on donnait a été reçu à 100%, et là, il y a quelque chose qui se rétablit, qui est très important, et voilà, il faut essayer de le rétablir dans l'ensemble de la fiche de paye. Tu sais, ça c'est cette phrase merveilleuse de Jean-Marc Daniel, l'exil fiscal intérieur. C'est-à-dire que tu es obligé de trouver des solutions totalement illégales. Parce que, en tout cas, tu n'as pas de charge dessus, etc. Mais ça a été la première réaction de Bercy. Pour sortir du truc. C'est intéressant. Avant que l'Élysée ne récupère le projet pour dire si vous allez l'autoriser, la première réaction de Bercy, c'était vous n'y pensez pas, parce que, justement, ça serait une manière de frauder les charges qui seraient dues. Donc vous faites échapper de l'argent dû, et donc on vous empêchera de le faire. C'était aussi les heures supplémentaires défiscalisées. C'était aussi l'exil fiscal intérieur, organisé par l'État lui-même, tellement il est perdu dans son truc. Et c'est ça le problème, c'est que c'est devenu tellement complexe que tout le monde s'y perd. Hein. Sur le poids des charges, effectivement, le salaire net, il est médiocre, on le sait très bien, mais le coût global, il est colossal, effectivement. Et sur des activités de main-d'œuvre, comme l'agriculture, par exemple. Il y avait un article passionnant dans l'Opinion il n'y a pas très longtemps qui expliquait qu'on était en train de perdre notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on importait aujourd'hui plus de fruits et légumes qu'on en exportait. Et il donnait des chiffres très précis. Et donc, activité de main-d'œuvre, incapacité de se différencier, il n'y a pas de notion de marque, de choses comme ça. Donc, concurrence frontale directe. Donc, ça fait très, très mal. Par rapport à l'Allemagne, on est 22% plus cher. Par rapport à l'Espagne, on est 35% plus cher. Par rapport aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, ce n'est pas un enfer social. Et c'est un pays qui manque de terre, qui est obligé de les conquérir sur la mer, de créer des pôles d'air. On est 42% plus cher. C'est juste démentiel. Donc, nos ouvriers agricoles sont payés 3 fois rien, mais parce que l'État prélève effectivement, même sur des bas salaires, des niveaux de charges qui sont encore considérables, on est 42% plus cher que les Pays-Bas. Alors attention, parce que les Pays-Bas, en fait, c'est de la transformation. C'est une activité agricole, mais en fait, c'est une activité industrielle. C'est de la transformation. Et donc tu as une valeur ajoutée bien supérieure. Qu'est-ce qu'on attend pour faire je suis tout à fait d'accord avec toi, à 100%. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose? Le coût du travail au niveau des bas salaires, maintenant, il s'est quand même réduit considérablement avec les allégements de charges. Le problème, il est plutôt au niveau du coût médian ou du coût des cadres. Actuellement, sur les emplois, mais au niveau du SMIC, là, des écarts. Tu peux aller plus loin, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de notre balance agroalimentaire qui est aujourd'hui déficitaire. Quand tu disais tout à l'heure, tu comparais aux années 80, le TGV, la carte à puce, le Minitel. Le Minitel, c'était quand même un truc incroyable. Bien sûr. Notre puissance agricole aussi. Mais bien sûr. Balance agricole déficitaire. Bien sûr. Donc vous êtes là à dire mais Macron c'est formidable. Enfin, il n'a rien changé à tout ça. Macron est formidable. Il a changé à tout ça. Il est formidable à certains égards, mais il n'a pas changé tout ça. Comme le dit Bertrand, si tu as 2 gars qui soulèvent les montagnes et qui se sont heurtés. Alors c'est vrai aussi, il y a un choc de crise.
sans précédent. Il a eu On peut espérer que Denis Père, 3 ans de futur quinquennat président... utile. Il a eu 3 ans de quinquennat utile. Macron. Bah oui. Ouais. Enfin, il avait laissé tomber sa réforme de l'État avant la pandémie. Juillet 2019, Gérald Darmanin, ministre du Budget, annonce qu'il laisse tomber les 120 000 postes. Et c'est passé comme une lettre à la poste, personne n'a rien dit. Face aux Gilets jaunes. Face aux Gilets jaunes, face à je sais pas quoi, il y a toujours une bonne raison. Mais alors que c'était justement face aux Gilets jaunes qu'il fallait faire cet effort-là, parce que les Gilets jaunes, c'est ce qu'ils demandaient. Les premiers, ils disaient où va l'argent ? Où va l'argent ? J'ai jamais bien compris exactement quelle était la demande des Gilets jaunes. Les premiers, ils demandaient à ce qu'on les taxe, qu'on arrête, qu'on les taxe. Oui, ou en même temps, c'est totalement légitime. En même temps, ils voulaient que l'on reconnaît totalement autour de cette table, c'est qu'on puisse vivre de son travail, ce qui est quand même pas mal. Oui, aussi, exactement. Non mais attendez les gars, vous n'allez pas vous mettre à... Enfin, c'était surtout n'importe quoi, et ça partait dans tous les sens. Une bande de factieux... La première réaction, c'était une réaction à la taxe carbone. Oui, d'accord. C'était une réaction à la taxe carbone. Qui avait été... sens à ce truc qui n'en avait aucun. Non, je vous parle du début. La première réaction, c'était d'ailleurs souvent des femmes très sincères, qui souvent travaillaient effectivement et n'arrivaient pas à boucler les fins de mois, et qui disaient à la fin du mois, j'y arrivais pas, et vous me prélevez en plus sur mon diesel quelques centimes, et vous allez m'en prendre davantage, j'en peux plus, où va l'argent ? C'était ça les premiers Gilets. Et ce début-là, il est compréhensible. Bien sûr. Après, et c'est aussi une des difficultés, lorsqu'on commence à contester toutes les structures, et notamment étatiques et sociales, après, il y a plein de choses qui vont derrière, et ce qui vient derrière est un remuggle qui est parfois... Bien sûr, comme les anti-vax. Et dernière question, puisque celle-là aussi, elle va venir... On s'arrête là, c'est pas un plan de relance supplémentaire, un nouveau plan de relance. Les Américains font 2 fois plus que nous. Non, mais on va faire notre ils peuvent imprimer la planche à billets. On s'arrête, c'est la phrase de Roux de Bézieux, là on n'est pas devenu entrepreneur pour vivre des aides d'État. Exactement, il était excellent Geoffroy là-dessus, bien sûr. Et ça a été une réflexion extraordinaire où tous les problèmes du pays ont été abordés. Et je suis tellement fier, je pense qu'on peut l'être ensemble, que ce soit vraiment tous les patrons français, tous les entrepreneurs qui parlent de tous les sujets, des sujets internationaux, des sujets de francophonie, des sujets sociaux. Toutes les problématiques du pays étaient abordées en 48 heures à la REF. C'était exceptionnel. La REF, c'est le rassemblement des entrepreneurs de France. Les anciennes universités d'été du MEDEF. Les sujets du commerce mondial déséquilibré et sans éthique aussi, dont on a absolument. Beaucoup parlé. Pardon, Denis. Absolument tous les même sujets. Si mon temps de parole était un peu limité, mais j'ai quand même pu en parler. Tous les sujets sociétaux, mondiaux, dans tous les registres ont été abordés. Les patrons, les entrepreneurs, ils investissent dans leur pays. Tout ce qui concerne leur pays les intéresse. C'est probablement le dernier endroit où on peut parler de tous les sujets d'intérêt général, encore bien plus que dans la politique. En fait, juste puisqu'il reste 2 minutes, un petit effet d'annonce, enfin j'espère qu'on va réussir à monter ça, mais c'est un sujet que j'ai en tête pour une thématique très importante, c'est-à-dire l'entreprise doit aujourd'hui s'emparer de tous les sujets de société finalement. À un moment, elle a pu penser, je pensais d'ailleurs, pouvoir laisser à la porte de l'entreprise un certain nombre de choses autour de la laïcité, autour de la santé, autour de choses comme ça, qui ne regardaient pas le travail, la famille, etc. Et tu te rends compte, notamment avec le télétravail, enfin bref, que ça y est, toute l'entreprise en tout cas doit avoir... Il n'y a pas de monopole d'État sur l'intérêt général. Tous les sujets doivent être abordés par l'entreprise. La société civile, tu comprends sans forcément... Tous les sujets. Et c'est une grande différence d'ailleurs par rapport au libéralisme que développait Benjamin Constant. Dans La liberté des modernes comparée à la liberté des anciens, il dit on donne à l'État ce qui concerne l'intérêt général et nous on s'occupe de notre intérêt privé. Ça, c'est un capitalisme d'avant-hier. Celui d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on s'occupe de tout et on doit s'occuper de tout. Et pardon, Denis, il ne faut pas que l'on laisse entendre que l'État aurait le monopole de l'intérêt général. C'est à nous de nous occuper de l'intérêt général et que l'État reste à sa place, on s'occupera de tout et il y aura bien assez pour lui ensuite. Bon courage. Merci Stéphane. Merci. Non, parce que cette formule, je fais partie de ceux qui la rejettent. Mais là, pour le coup, j'en peux plus qu'on nous dise bon courage. Enfin, c'était Philippe Locke qui en avait écrit un bouquin, c'était formidable. Arrêtons de dire bon courage. Non, la vie est belle, quoi. Enfin, allons-y. Voilà. Mais là, c'est quand même bon courage. Vraiment. Je pense que ça va être chaud. Hein. Bon, les amis, on se retrouve très bientôt. Merci. Et puis, merci. On continue nos débats. Tiens, demain, on fera justement un petit peu d'international sur Bismart. On ira parler, notamment de ce qui se passe en Allemagne en ce moment. Très intéressant, le retour du SPD. Je ne sais pas si ça va aller dans le sens que tu souhaites, Denis. À demain, les amis. C'est l'Allemagne.